Après 8 ans aux commandes d'Apple, la fine équipe dont refait le Mac tente de dresser le bilan de l'ère Tim Cook. Le successeur de Steve Jobs est souvent décrié en raison du manque d'ambition de sa compagnie en termes d'innovation. Alors Tim Cook doit-il prendre plus de risques? Qui pour lui succéder demain? Débat. On refait le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver ici dans le nouveau studio d'On refait le Mac. En préambule cette semaine, je tenais à saluer la mémoire de Nicolas Cottard qui nous a quittés bien trop tôt. Nicolas était le patron de Be-Easy, la géniale marque qui a inventé la housse de protection des MacBooks, qui ont eu un succès planétaire, ce qui est rare pour une marque française dans la tech. Au-delà, c'était un ami, un supporter des premiers jours de cette émission, dont Be-Easy fut l'un des tout premiers sponsors. Bref, Nicolas, tu vas beaucoup nous manquer. Je vous rappelle qu'On refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site www.onrefaitlemacom et sur notre app iOS ORLM. Vous nous retrouvez en vidéo également sur YouTube, Dailymotion, iTunes et podcasts, et même une version audio pour écouter On refait le Mac en faisant le jogging le dimanche matin sur iTunes, podcast, mais également sur Spotify, Deezer et TuneIn. En plateau à mes côtés. Un spécialiste, entre autres, de l'intelligence artificielle, un fan d'Apple, Laurent Pantanache d'Xbrain. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier, bonjour, on refait le Mac. Tu as tes fiches pour Tim Cook, enfin tu as ton iPad. Toutes mes fiches. Bon, en duplex de ses alpages et ses montagnes déjà enneigées. Didier Poulicani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier, tu vas bien? Ça va bien et toi? Ça va, moi je suis ravi d'être à côté. À distance. Ne troll pas. De notre invité que tu vas nous présenter dans quelques secondes. Voilà. Oui, en duplex, un invité exceptionnel aujourd'hui pour porter un regard sur la gouvernance de Tim Cook. En duplex de Palo Alto, Jean-Louis Gasset. Bonjour Jean-Louis. Bonjour à tous de Palo Alto. Voilà, bonjour Jean-Louis. On ne vous présente plus, vous êtes le fondateur d'Apple France et d'Apple Europe. Avant de prendre la direction de Cupertino et de la marque en tant que vice-président, vous étiez le numéro 2 d'Apple du temps de John Sculley. Vous avez succédé à Steve Jobs, rien que ça, pour prendre la direction de la division matérielle et du Mac en particulier chez Apple au milieu des années 80. Quoi de mieux qu'un insider d'Apple pour porter un regard sur la gouvernance d'Apple? On enchaîne tout de suite, si vous voulez bien, avec le sondage de la semaine. Le sondage de la semaine, c'est la réponse à la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'On refait le Mac. La question était, après plus de 8 ans aux commandes d'Apple, êtes-vous satisfait de l'action menée par Tim Cook en tant que PDG? Et là, regardez, c'est la première fois que ça nous arrive dans l'histoire d'On refait le Mac et c'est pas du tout bidonné. 50-50, voilà, il n'y a même pas ballottage. 50-50 entre le oui et le non pour savoir si Tim Cook est un bon président ou pas. Ça illustre vraiment le sentiment partagé que dégage Tim Cook, notamment chez les utilisateurs historiques de la marque. Au registre des bons points et des mauvais points, on va essayer de faire un petit peu le bilan ensemble. Il y a une question Twitter de Playtank Franck. Il faut arrêter de croire que Steve Jobs ne faisait pas d'erreur. Steve Jobs a aussi sorti des produits ou des services qui n'ont pas fonctionné comme prévu. Il pense à Ping, à MobileMe, à l'Apple TV de première génération. Jean-Louis, on pourrait même rajouter le Mac à sa sortie. Le Mac a eu une naissance difficile, ça c'est bien clair, mais les avancées dans l'interface utilisateur ont fini par l'emporter sur les défauts de naissance. Autre réaction, regardez sur Twitter de Patrick. Pourquoi voulez-vous que Tim Cook parte? Ce n'est pas du tout l'objet de cette émission, bien sûr. Apple n'a jamais autant gagné d'argent. Pour s'en convaincre, regardez l'évolution de l'action menée depuis l'arrivée aux commandes de Tim Cook. Tu nous as préparé un petit graphe. Tu peux nous le commenter, s'il te plaît, Laurent? Oui, c'est juste finalement le cours de l'action. Apple qui n'a cessé de croître contre vents et marées, quel que soit, je dirais, le cours des autres actions. On voit que ça grimpe. Ça continue à grimper. Et Apple a touché la semaine dernière son plus haut historique, encore une fois, donc avec la plus grosse capitalisation que la marque n'ait jamais eue. Donc, alors attention, c'est pas le meilleur résultat de l'histoire d'Apple, historique, parce que Steve Jobs a fait beaucoup mieux que lui, mais Steve Jobs avait récupéré Apple
je dirais, à zéro, quoi. Quasiment. Donc du coup, à quelques semaines du dépôt de bilan. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est pas ça, mais ça reste, en tout cas pour les actionnaires, c'est le meilleur CEO pour les actionnaires modernes. Ouais. On est d'accord, Jean-Louis, les actionnaires peuvent être très contents et faire un plébiscite à Tim Cook. Ils ont gagné beaucoup d'argent grâce à lui. Même les salariés qui ont eu la chance de recevoir de nombreuses stock options qui aujourd'hui sont plutôt riches, Jean-Louis. Oui. Je rappellerai pour ceux que l'histoire intéresse que le jour, j'ai signé mon contrat avec Apple le jour de l'introduction en bourse, le 12 décembre 1980. Et j'étais à Genève. Quand je suis rentré à Paris, mes camarades m'ont dit « Mais t'es fou, Apple est une boîte qui va disparaître. » Oui, comme quoi déjà, il y avait quelques visionnaires, mais pas autour de la pomme. Alors, quand je vous disais que oui, tu voulais dire juste quelque chose, rajouter sur le cours, Tim Cook est aussi l'homme des dividendes. C'est-à-dire que pendant l'ère Steve Jobs, il n'y a pas eu de dividendes. Alors au début, c'est normal puisque la boîte perdait de l'argent, mais pendant 18 ans, aucun dividende n'a été distribué. Et c'est que après c'est presque 20 ans que Tim Cook a, pour certains, on dit plié sous la pression des actionnaires, mais reversé des dividendes. Ouais, l'une de ses premières décisions majeures de Tim Cook après son arrivée aux commandes d'Apple, et ça a vraiment marqué, tu l'as dit, un fossé important avec son prédécesseur d'alors, Steve Jobs, qui s'est toujours refusé à verser des dividendes. Le nouveau boss a créé la surprise en annonçant le versement d'environ 47 milliards de dollars à ses actionnaires. Le ton a été donné, Jean-Louis, on peut dire ça, déjà ? Apple génère tellement de trésorerie, de cash en bon français, qu'il faut bien faire quelque chose. On ne peut pas se contenter d'empiler cet argent-là et de le placer dans de mauvaises conditions, puisque quand les montants sont trop élevés, les rendements s'affaiblissent. Et donc, il faut rendre de l'argent aux actionnaires. On le rend de deux façons, en versant des dividendes ou en rachetant des actions, ce qui diminue le nombre d'actions disponibles sur le marché et fait que chaque action restante augmente de valeur. En clair, il y a une réaction. Je ne sais pas si vous pouvez réagir à une réaction sur Twitter d'un tweetos qui s'appelle La Noix du Périgord. Voilà ce qu'il dit en quelques mots. Tim Cook avait un bel héritage technologique. Il l'a monétisé et a servi les actionnaires sans éclat. Un manager qui utilise du cash pour acheter des actions de sa propre boîte est un mauvais manager pour demain, Jean-Louis. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration ? Non. Non, je pense qu'il y a des critiques à faire, comme à tout PDG et à Tim Cook, mais certainement pas de sa gestion financière. La déclaration abstraite qu'un manager qui rachète des actions est un mauvais manager oublie ce qu'on a évoqué il y a un instant, c'est-à-dire la surabondance de trésorerie d'Apple. Il faut bien en faire quelque chose. Vous pensez tout simplement que c'était le bon moment pour Tim Cook, au moment où il a pris la direction d'Apple, de le faire? Même Steve Jobs aurait dû le faire un petit peu avant, en clair? Ça, je ne sais pas. Je sais que Steve était contre, mais il avait comme héritage des années très difficiles d'Apple, ce qu'on peut comprendre. Et en partant avant de mourir, Steve Jobs a dit « Surtout, ne gérez pas l'entreprise en essayant de deviner ce que j'aurais fait. Utilisez votre jugement pour prendre les décisions de l'instant. » Il y a une réaction assez sévère, mais on va essayer d'équilibrer. Un pour et un contre, au moins en préambule de cette émission. Une réaction de Simca. Apple n'a rien à prouver. La prise de risque serait de mettre à mal ses dividendes et sortir du sentier battu. Donc au-delà de l'aspect financier, il semblerait que pas mal de tweetos, à l'image de Simca, préféraient que la marque soit prenne plus de risques, quitte à aller trop loin, quitte à se tromper, dit-il, mais au moins en défendant une vision du film différente. Là, ça devient un peu policé, tellement policé et consensuel, voire triste. Là, on peut comprendre cette appétence des fanboys de la marque à ces années flamboyantes quand on a connu Steve Jobs, Jean-Louis. Oui, il y a eu l'iPod qui était en fait la préparation de l'iPhone. Rappelons qu'en 2006, juste l'année qui précédait la sortie de l'iPhone, l'iPod
a fait plus de chiffre d'affaires que le Macintosh. Ouais. Ça a été des années extrêmement. Enfin, c'était un feuilleton. Chaque keynote était il y avait un effet quasiment, pas à chaque keynote, mais au moins une fois par an, on a fait droit à un effet waouh. L'effet waouh, c'est un peu estompé, Didier. C'est devenu un petit peu la routine. Apple a créé un peu moins l'événement depuis que Tim Cook est là. Je sais pas, il y a aussi plus de produits. C'est vrai qu'on des fois on a du mal un petit peu on a vraiment le nez dans le guidon, nous qui suivons cette boîte vraiment au jour le jour. Tu vois, avant on fermait quasiment le site pendant l'été. Nous, il y avait très peu d'activité entre les keynotes, il y avait beaucoup moins de produits à présenter. Et c'est vrai que là on a envie des fois qu'il y ait cet effet waouh à chaque fois. Après c'est vrai que Steve Jobs aussi a vraiment marqué les esprits par des produits qui ont été vraiment iconiques. Ces produits-là, ils arrivent aussi des fois qu'une fois par décennie aussi. Donc moi, je trouve que c'est très difficile de prendre du recul face à l'innovation, puisque effectivement, dans ces domaines-là, tant qu'on ne sort pas un petit peu de ces domaines, je dirais, emblématiques d'Apple, oui, c'est assez difficile. Après, c'est vrai je pense que tu as une autre question Twitter là, qui vient après, où on donne un petit peu d'autres exemples. Je ne sais pas si je peux la donner maintenant. Vas-y. Oui. Thomas, le fric, c'est chic. Voilà, chacun a son pseudo. Nous dit Apple Watch, HomePod, Mac Pro, les services qui déboulent en masse. Apple a bien changé depuis les débuts de Tim Cook et ces exemples sont bien des prises de risque. Donc effectivement, l'Apple Watch, c'est une prise de risque. Le HomePod, le Mac Pro, je dirais que c'est pas des produits, pour l'instant, c'est des produits d'ultra niche. Ils sont quand même, ça correspond pour l'instant à très peu d'usage. Donc les vraies prises de risque, ils auraient pu être aussi autour du Mac. Enfin, je pense qu'on en reparlera un petit peu. On va en parler. On va après. essayer de lister ensemble. Il y a plein de domaines sur lesquels. Et juste pour finir un petit peu, c'est vrai que tout à l'heure on parlait du gros gâteau. Et je crois qu'ils ont plus de 200 ou 250 milliards en banque. C'est vrai qu'il y a très peu d'entreprises qui ont été rachetées, de grosses entreprises. Et effectivement, on se demande un petit peu, est-ce que Tim Cook prévoit vraiment de faire de tout cet argent, à part donner une partie aux actionnaires, quoi. Brièvement, en plateau, Laurent, de manière générale, tu as compris qu'il y a deux tendances, ceux qui défendent Apple, d'autres qui considèrent que Tim Cook est plutôt un gestionnaire, qui aurait plutôt une vision plus financière que produit. Et même Tim Cook, si tu reprends la biographie de Steve Jobs, il reconnaît que c'est pas un homme de produit au sujet de son successeur Tim Cook. Non, c'est pas un homme de produit, mais il avait choisi, Steve Jobs avait choisi Tim Cook 2 fois avant de lâcher les rênes. Donc par 2 reprises, il avait remplacé Steve Jobs. C'est vrai que c'était un homme plutôt lisse dans l'écosystème. Attention, beaucoup disent que c'est lui qui a sauvé Apple en changeant les chaînes d'approvisionnement et en faisant Foxconn, entre guillemets. La logistique. La logistique à mort. Mais c'est quand même lui, je le répète, qui a été choisi 2 fois. C'est lui qui, il avait, malgré son côté peu visible, fait aucune présentation produit. De mémoire, je crois que c'est le 11 août 2011, quand il appelle et qu'il lui dit « je veux te voir maintenant », que sa vie a réellement basculé, quoi. On lui dit « c'est toi que j'ai choisi », quoi. Oui, il s'y attendait, de toute façon. C'était quand même, justement, tu l'as dit, il a remplacé à 2 reprises. Ouais. Mais à l'époque, contrairement à aujourd'hui, il y avait pas mal de prétendants au poste suprême et à la direction d'Apple. On y reviendra un peu plus longuement, un peu plus tard dans cette mission, mais je propose qu'on fasse tout d'abord le bilan de la présidence de Tim Cook. On l'a dit ensemble sur le prisme financier et de l'actionnaire, le bilan de l'ère Cook est très positif. Mais quid de l'offre et du catalogue de la marque? On va essayer de revenir sur tous les produits qui ont été lancés sous l'ère Tim Cook. Et il y en a pas mal, mine de rien. En 2013, il a commencé à marquer la gamme de produits Apple avec le lancement, souvenez-vous, d'iOS 7, qui inaugure une interface aplatie. Il met fin à l'ère Steve Jobs et du skeuomorphisme. Là, c'est vraiment une rupture franche avec les années Jobs, Didier. Oui, et puis tu l'as noté, c'est vrai que l'arrivée aussi de Johnny Ive au pouvoir quelque part, oui. Et puis surtout il confie les rênes du design à Johnny Ive, pour ceux qui n'ont pas suivi. Il prend le contrôle du design de l'interface et du matériel, et plus simplement du matériel. Pardon Didier, continue. Oui, mais je pense que aussi c'est un point de rupture, puisqu'il y a eu le départ de Scott Forstall, qui était vraiment un peu le papa d'iOS, celui qui l'avait quand même mené à un certain succès, qu'on appelait d'ailleurs en interne, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai souvent entendu ça, le mini Steve Jobs, qui lui était beaucoup plus ambitieux, mais peut-être un petit peu plus difficile à vivre, et c'est pour ça que je pense qu'il rappelait aussi un peu l'ancien CEO.
Ouais, en termes de caractère, c'était pas il était assez proche de son maître. C'est l'antithèse de Steve Jobs. Oui, Laurent. Non, moi, ce qui m'a toujours éclaté sur Forstal, c'est qu'il avait carrément la même voiture que Steve Même Jobs. voiture, il s'habillait pareil. Ouais, donc je pense que le terme mini-Steve était quand même pas galvaudé, quoi. Jean-Louis, vous avez eu l'occasion de le côtoyer, Scott Forstall, ou du moins de vous faire une idée précise du bonhomme. C'était un garçon brillant. Mini-Steve, c'était certainement mérité. Alors, il a un peu explosé en vol. Oui, il a explosé en vol parce que il ne pouvait pas travailler en équipe. Il n'était pas Steve Jobs. Il avait beaucoup de qualités. C'est un génie à qui on doit iOS. C'est lui qui a convaincu Steve Jobs de prendre OS X ou OS X, comme on voudra, et d'élaguer cet édifice logiciel qui était pour une machine de bureau et d'en faire une version qui tienne dans un tout petit processeur ARM. On ne se rend pas compte parce qu'aujourd'hui on voit le processeur d'un iPhone avec des milliards, pas des millions, des milliards de transistors. Pour une perspective, le processeur de l'Apple II avait 3702 transistors. donc, je veux dire, l'évolution, c'est difficile à imaginer. C'est presque. Donc, Scott Forstall était un surdoué. Il gérait très bien ses équipes, mais il était impossible à vivre pour le reste de l'équipe. Mais vraiment impossible. C'est-à-dire, ça n'était à un point où les autres membres de l'équipe dirigeante d'Apple refusaient d'avoir une réunion avec Scott Forstall, à moins que Steve Jobs ne soit là pour faire la paix, pour gérer les rapports. Donc, à un moment donné, Scott Forstall a fait une très grosse erreur qui était Maps. Souvenons-nous que les premières versions de Maps, c'était vraiment pas bien. C'est une catastrophe. Et Scott Forstall a fait l'erreur qui était de refuser de reconnaître une erreur. Et donc il a eu son congé. J'ai rencontré Scott Forstall après son départ d'Apple. Il avait très bien pris son départ, c'est ce qu'il faut faire. Et souvenons-nous qu'il y a à peu près un an, à une rencontre au Computer Museum à Mountain View, interviewé, Scott Forstall s'était montré extrêmement digne sur son départ et sur la dette qu'il avait à l'égard de Steve Jobs et d'Apple. Tout va bien. Alors, ce n'était pas forcément prévu à ce stade de l'émission, mais on continue parce que c'est passionnant ce que vous nous racontez, Jean-Louis. À vous écouter, il n'arrivait pas à travailler en équipe, il était caractériel, il était difficile, il était brillant. Vous me dressez quelque part le portrait de Steve Jobs durant ces jeunes années qu'il a contraint à quitter Apple au milieu des années 80. Est-ce qu'on peut faire le même parallèle entre les deux hommes? Et ce qui veut dire que potentiellement, il pourrait apprendre de ses erreurs comme Steve en son temps a appris de ses erreurs. Jean-Louis. Oui, merci. Une des meilleures choses qui soit arrivée à Steve Jobs et à Apple, ça a été de virer Steve Jobs. Parce que le Steve Jobs que je connaissais à l'époque ne connaissait qu'Apple. Il a été porté par le succès d'Apple, mais il ne connaissait rien d'autre. Il est tombé de son cheval, il s'est ramassé, il s'est épousseté et il a fait Pixar. Quand vous faites Pixar dans votre vie, vous êtes un capitaine d'industrie. Donc il a eu une énorme réussite avec Pixar, où là il a commencé à s'occuper d'architecture de bâtiments, souvenons-nous, et de médias, ce qui lui servira plus tard. Il a fait Next, qui était en quelque sorte refaire l'Apple. Ça n'a pas marché. Techniquement, c'est une énorme réussite, puisque c'est ça qui a permis à Apple de survivre. Une fois que Steve Jobs a racheté Apple, enfin c'est un peu l'inverse, mais dans la réalité, l'achat de Next par Apple, ça a été une espèce de Pac-Man par lequel Steve Jobs a repris le contrôle d'Apple. Mais souvenons-nous que Next n'avait aucun succès commercial, un gros succès technique, et que Next avait été le Next Step avait été mis dans les tiroirs et que Steve Jobs avait pivoté à l'époque
en se lançant dans WebObjects parce que le web était apparu et donc il y avait des outils pour faire des sites web et que c'était ce à quoi Steve Jobs pensait. Heureusement, Apple a racheté Next et donc Steve Jobs est revenu. Steve Jobs est revenu, il a viré le PDG, il a pris les commandes, il a fait oui, non mais bon, dans un temps il faut la manière un petit peu rude. Ouais. Il a fait un deal avec Microsoft pour arrêter un procès en propriété intellectuelle moyennant un investissement de 150 millions de dollars dans Apple et la promesse de porter des applications. Très important à l'époque. Sur le Mac. Et ça a été le redépart. Et ça a été ce qu'on appelle Apple 2.0, qui est le plus énorme, le plus magnifique turnaround industriel qu'on ait jamais vu. Alors, j'avais deux questions. Vous me tendez la perche, Jean-Louis. Vous dites que Apple a eu la chance, le bonheur de faire revenir au bercail et de choisir Next. Il faut rappeler que c'était à votre détriment à l'époque, puisque je me souviens, moi j'étais déjà un peu fan de la marque, dirons-nous. Je n'étais pas encore journaliste, mais je n'étais pas loin. Et le favori, c'était pas Next, c'était une société qui s'appelait Be Inc. Et le patron de Be Inc, c'était Jean-Louis Gasset. C'est bien ça, Jean-Louis? Oui, bien sûr. La décision d'Apple ne m'a pas fait plaisir. Mais en même temps, comme je n'étais plus tout à fait jeune dans la profession, et l'ayant observé depuis pas mal d'années, il était clair que faire revenir Steve Jobs aux affaires, c'était la chose à faire, surtout un Steve Jobs mûri par le succès de Pixar et les difficultés commerciales, mais pas techniques, au contraire, rencontré par Next. C'était la bonne décision. Qu'elle m'ait fait plaisir, c'est une autre affaire. Ouais, alors on reviendra sur, si vous voulez bien, Scott Forstall tout à l'heure. Je ne vais pas vous demander la réponse tout de suite sur Scott, savoir si vous considérez comme un prétendant potentiel, s'il suit le même parcours de Steve Jobs, qu'il arrive à maturer et qu'il apprend de ses erreurs et peut-être un successeur potentiel de Tim Cook et non pas de Steve Jobs. Dans un petit moment, on va continuer sur le déroulé des annonces et des produits qui sont estampillés Tim Cook, mais tu voulais dire quelque chose, Laurent? Oui, j'ai une question pour Jean-Louis et je me suis souvent posé cette question à titre personnel, c'est est-ce que finalement Maps, qui est un échec, mais qui n'est pas finalement cœur business, que ce soit à la gamme, au hardware, pouvait faire que ce soit une façon de l'évincer et d'évincer un prétendant dans un jeune Tim Cook dans ce rôle-là. Et j'ai jamais eu de réponse. Je ne sais pas si je veux juste avoir le ressenti de Jean-Louis. Au-delà, Jean-Louis, il faut rappeler que officiellement, c'est le fait qu'effectivement Plan ne marchait pas. On a reçu Luc Julia, qui est l'un des papas de Siri, qui était dans l'équipe d'iOS à l'époque et qui racontait que ses équipes étaient totalement paniquées et avaient peur de le dire tout simplement à Scott Forstall à l'époque parce qu'il était assez tyrannique. C'était en gros ces mots. Regardez l'émission qu'on a fait ensemble il y a un an ou deux. Et que Plan est sorti, que tous les signaux clignotaient en disant ça marche pas, ils l'ont sorti quand même. Et au moment où Tim Cook aurait demandé, et plus qu'à demander à Scott Forstall de faire une lettre d'excuse en disant oui, on s'est planté, bon, ça arrive, il aurait refusé net. C'est votre version, Scott Jean-Louis? Merci de l'erreur. Oui. Du lapsus. Ouais, révélateur. On l'aura un jour, Scott. Non, je pense que ce n'était pas un prétexte. Scott Forstall était devenu impossible à vivre et il s'est viré lui-même. Ouais, c'est le syndrome Steve Jobs, on est bien d'accord. Allez, revenons aux produits estampillés. Donc Tim Cook, comme je vous disais tout à l'heure, on a parlé il y a un instant, bien sûr, d'iOS 7, qui a été vraiment un moment charnière de la prise de pouvoir d'Apple en mettant aux commandes du design Johnny Ive. Et on imaginait à ce moment-là, effectivement, une sorte de duo à la tête d'Apple entre le gestionnaire, l'organisateur, le chef d'orchestre qui était formidable, Tim Cook, et de l'autre, l'artiste, le créateur de génie avec Johnny Ive aux commandes de la création. En 2013, très rapidement, on a vu arriver les premiers résultats de cette politique avec le lancement du Mac Pro, l'étonnant ordinateur professionnel en forme de cylindre. C'est une franche innovation à l'époque, Didier, en termes de design, avec sa forme de corbeille à papier et son double GPU, mais
comment dire, les promesses n'ont pas vraiment été tenues, Didier. Non, et puis bon, ils nous avaient déjà fait le coup avec le Cube qui avait pas marché, qui était un petit peu dans le même concept, quelque chose de très compact, très efficace, mais voilà, difficile à faire évoluer, et puis qui a été rapidement arrêté. Et ce Mac Pro, dès le début, tout le monde avait des doutes sur cette machine quand même, qui était très propriétaire, qui était un peu le summum de tous les défauts d'Apple finalement, d'arriver à faire des produits extrêmement fermés, propriétaires et peu amenés à évoluer. Et effectivement, beaucoup disent que c'était effectivement ce que voulait absolument Hive, avoir une belle machine, une espèce de prototype, mais finalement très éloigné de ce que voulait la profession à l'époque. Les mises à jour et la possibilité de faire évoluer la machine en fait, qu'avait promis à l'époque, c'était Phil Schiller sur la scène du Moscone Center, ne sont jamais arrivées. Et ça a commencé un petit peu à être quelque part, Jean-Louis, le début d'une discorde, voire même d'un divorce avec les pros du secteur, mais nous y reviendrons. En 2014, souvenez-vous, il y a eu le rachat de Beats qui va permettre plus tard à Apple de lancer Apple Music en 2015. Ça a surpris beaucoup de monde, Jean-Louis, à cette époque, le rachat de Beats. Est-ce que vous semblait logique? Beaucoup de gens pensaient que c'était plutôt la pression du marché qui avait contraint Tim Cook à racheter enfin une grosse boîte, parce qu'au même moment, Google venait de racheter Nest, souvenez-vous, Tony Fadell, l'ancien d'Apple, pour 3,2 milliards de dollars. Jean-Louis. Oui, les prix sont similaires, mais les résultats sont différents. Oui. On peut dire ça gentiment. Je ne sais pas si c'est je ne vois pas ce que je connais de Tim Cook que j'ai rencontré plusieurs fois. Ce que je connais de Tim Cook, et ce que des copains d'Apple me confirment, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui cède facilement à la pression. Et c'est peu dire. C'est quelqu'un qui, sous des dehors lisses, et a une très forte autorité. Il est respecté par les équipes. Il est apprécié pour son courage. Souvenons-nous, Tim Cook, c'est quelqu'un qui est né en Alabama, un État raciste et homophobe, comme il y en a peu d'autres aux États-Unis. Hélas. Et pour avoir grandi gay en Alabama, il faut une épine dorsale solide. Et on le voit aux commandes. Mais donc l'achat de Beats, c'était un achat parce que Apple a toujours considéré que la musique et que l'audio, les deux, se sont liés mais différents, sont très importants. Et je constate d'ailleurs que Apple vient d'annoncer une nouvelle ligne de casques audio avec deux modes d'annulation du bruit ambiant, c'est-à-dire un mode où on peut avoir un peu d'ambiance et un mode où on peut carrément rejeter le bruit ambiant. Donc ce sont des choses que les gens apprécient. C'est un très gros chiffre d'affaires. Dans une boutique, quelle qu'elle soit, que ce soit des vêtements, des chaussures ou des ordinateurs, il faut regarder le métrage affecté au produit, le métrage de rayon, la longueur des rayons. Et vous allez dans une boutique Apple, vous voyez que les produits audio sont très favorisés par Apple. Ça n'est pas de la philanthropie. Jean-Louis, si vous êtes d'accord, vous nous représentez votre plaque. Allez-y, Jean-Louis. Oui, c'est une plaque d'immatriculation de 1985. Quand je suis arrivé aux commandes de l'ingénierie des produits d'Apple, le Mac était une machine fermée à l'époque. Et les Macs d'aujourd'hui, pour la plupart, sont des machines fermées et ça marche très bien. Mais à l'époque, c'était clair qu'il fallait un Mac auquel on puisse ajouter des cartes d'interface, des disques durs, de la couleur, du son, etc. Et donc, comme cri de guerre pour les ingénieurs, j'ai mis sur ma voiture la plaque d'immatriculation OpenMac que vous avez vue et que j'ai gardée précieusement parce que c'est un bon souvenir. Et le Mac Pro d'aujourd'hui, qui a été annoncé et qui sera livré incessamment sous peu,
C'est à nouveau un Mac ouvert. C'est un produit de niche, il est vrai, et c'est très bien. Il faut continuer de s'occuper des utilisateurs extrêmes, parce que ce sont les utilisateurs extrêmes qui vont explorer, faire des choses un petit peu bizarres, qui vont un jour ou l'autre devenir mainstream, comme on dit, c'est devenir normal pour le reste des utilisateurs. C'est intéressant ce que vous dites, Jean-Louis, parce qu'on a le sentiment, lorsqu'on rencontre les responsables d'Apple ces dernières années, de manière générale, qu'ils sont un peu fatigués des Mac fanboys, historiques ou pas d'ailleurs, et qu'ils ont vraiment les yeux tournés vers l'iPhone, et qu'on leur dit mais c'est votre ADN le Mac, les créatifs c'est votre ADN, et c'est amusant de voir qu'aujourd'hui, c'était l'objet de notre émission la semaine dernière, c'est Microsoft qui essaie de capter aujourd'hui avec ses produits cette frange qui sont des prescripteurs, qui sont effectivement des gens qui ont une grande influence, des artistes, notamment avec la Surface Studio. Oui, ça n'est pas... le Surface Studio, c'est un beau produit, incontestablement, et par certains côtés, mais tous les mots de la phrase comptent. Par certains côtés, Microsoft a repris un leadership dans le design, mais les dernières annonces de Microsoft qui vont dans tous les sens avec la fracture dans le logiciel, la fourche dans le logiciel, avec un petit laptop pliant qui fait tourner Windows avec 2 écrans, et puis un petit téléphone qui fait fonctionner Android, une version d'Android qui marche très mal avec 2 écrans. Ça n'est pas de l'innovation, c'est faire un peu de relations publiques plutôt que de la stratégie de produit bien pensée. Du buzz en somme, Jean-Louis. Oui, c'est ça. Pour ça, c'est réussi. Ouais. Mais il faudrait quand même voir ce que les utilisateurs. Et puis quand on annonce des produits qui vont sortir dans 1 an, c'est un signe. Oui, c'est qu'on essaie de trouver la formule magique. On continue le bilan côté produit de Tim Cook. Après la rachat de Beats en 2014, Apple se décide, et puis le Mac Pro, Apple se décide enfin à dévoiler un smartphone enfin doté d'un grand écran, le fameux iPhone 6 qui a en son arrivée balayé le meilleur argument de vente de son concurrent, le Samsung Galaxy. Ce fut un énorme succès à l'époque, Laurent, 75 millions en un trimestre. Alors c'est encore, je dirais, l'héritage de Steve Jobs, puisque c'est l'iPhone. Mais là, c'est la plus grosse vente jamais enregistrée pour un iPhone. C'est ce trimestre-là, 75 millions en un trimestre, c'est phénoménal. Ouais, c'est l'arrivée d'un travail de longue haleine, parce que il faut se rappeler que c'était un téléphone, c'était l'aboutissement, l'écran plus grand et tout ça. Il y a quand même un point, je ne veux pas être le mauvais augure, il y a quand même le iOS 8.0.1 de mémoire qui avait quand même bloqué 40 000 personnes. Donc le téléphone en lui-même était traduction chez Apple, ce genre de choses. Ouais, mais le téléphone était génialissime, et franchement c'était l'écran et tout ça, voilà. En 2014, alors là c'était encore un produit, pardonnez-moi, l'iPhone 6 c'était encore un produit, je dirais, estampillé, qui avait encore une appartenance et l'héritage de Jobs. Mais en 2014, c'est le lancement du premier produit post-Steve Jobs, le premier produit de l'ère de Tim Cook, l'Apple Watch, un lancement que beaucoup jugent raté. Le produit n'était pas vraiment mature dans sa première version, et puis depuis, Apple s'est bien rattrapé, Jean-Louis. Oui, le lancement avec les personnalités de la mode, une version en or vers le luxe et la mode, il y a eu un coup de volant assez dramatique pour se diriger vers l'exercice, la santé, et ça c'est une évolution réussie. Notons, pour ceux qui pensent que Apple n'innove pas, notons que la montre d'Apple, qu'Apple est devenu le plus gros fabricant de montres en chiffre d'affaires de la planète. Quand même. Et en nombre, Et en nombre. C'est la montre la plus vendue au monde.
tout C'est vraiment simplement. la plus grande environnement. Et le chiffre d'affaires, le plus gros fabricant en chiffre d'affaires était une entreprise qui fabrique les montres Rolex et d'autres montres du produit. Apple est maintenant passé devant. Et je suis sûr que la montre va de plus en plus s'orienter vers l'exercice et la santé, deux choses liées mais un petit peu différentes, et qu'on va avoir un produit qui va gagner de plus en plus d'autonomie. Je vous assure, je vois autour de nous des gens qui utilisent la montre comme téléphone. Oui, c'est le cas notamment de Laurent. Est-ce que vous pensez, une des critiques qui revient fréquemment envers cette montre, c'est qu'elle est fermée, hein, c'est un terme que vous n'aimez pas beaucoup, on l'a vu avec l'Open Mac, qu'elle est réservée au monde Apple. Est-ce que ce qui a été vraiment le booster des ventes à l'époque de l'iPod, qui s'est ouvert au monde Windows, est-ce que la montre devrait s'ouvrir, l'Apple Watch, au monde Android, selon vous, Jean-Louis? Non, parce que les montres Android aujourd'hui marchent très moyennement. Que les efforts de Google ne vont pas dans ce sens. Ça pourrait changer. J'imagine que demain matin à 9h, Google pourrait annoncer qu'ils vont avoir de nouvelles versions d'Android Wear. Donc, je ne veux pas sous-estimer une entreprise qui réussit très bien de façon globale. Mais je voudrais revenir en arrière un peu sur les critiques sur les produits, Oui, au risque de brouiller le fil de votre émission. c'est pas grave. Ma plus grosse critique d'Apple, c'est d'avoir maltraité le Mac. Ah, me fait plaisir d'entendre ça, me fait plaisir d'entendre ça, Jean-Louis. Non, mais c'est sérieux. J'ai écrit là-dessus, puisque j'ai écrit une chronique hebdomadaire que j'appelle Monday Note. Je recommande à tout le monde. Hein. Oui, Oui, remarquable. je la recommande aussi. Ouais. Moi, je la recommande vraiment. Non, mais sérieusement, ça fait 12 ans maintenant que j'écris cette note hebdomadaire, ou quasi hebdomadaire. J'en fais à peu près 45 par an. Donc, je prends de temps en temps un hiatus. Et donc, j'ai écrit une note en disant, mais qui est-ce qui garde le magasin, hein, qui s'occupe du Mac? Les problèmes de clavier qui sont absolument stupides. Le fait que des produits comme le MacBook Air, il y a une époque où vous alliez dans une conférence, tout le monde avait un MacBook Air. Hein, c'était la machine de rigueur. Et ça n'est plus le cas. Il y a eu les zigs et les zags du MacBook Pro, avec ou sans barre magique. On peut dire sans être méchant que cette barre magique n'a rien de magique. C'est utilisé par un petit peu, mais ce n'est pas ça qui fait la différence. Le Mac a été négligé. L'explication que donnent les apologues de la marque, c'est que quand vous embauchez aujourd'hui un ingénieur, il va aller travailler sur les téléphones. Ouais, c'est un peu facile, Jean-Louis. Comment ? C'est un peu facile comme réponse. C'est vrai. Ouais. Alors, je pense que c'est exact. Ouais. Il est très difficile d'embaucher actuellement dans la palette. C'est devenu vraiment très compliqué de recruter des ingénieurs. Et aujourd'hui, vous êtes aux commandes d'Apple. Qu'est-ce qui va faire la plus grosse différence sur le succès de la marque? Ce sont les téléphones. Ouais, les téléphones et une ou deux choses. On n'a pas parlé du processeur ultra wideband, du processeur U du nouveau téléphone. Je pense qu'il y a là une piste à suivre. Oui, et puis on n'a pas parlé qu'il avait, lui, pris la décision de faire que Apple investisse massivement dans l'architecture et dans la conception de sa propre puce. Ça a été certainement une décision majeure de sa gouvernance, Jean-Louis. Absolument. Oui. Absolument. Vous parliez que... Oui, pardon, allez-y, Jean-Louis. Non, allez-y.
Bon, bref, je reprends. Vous disiez que le Mac était, était un petit peu, voire même beaucoup le mal aimé ces dernières années. Donc, on va sauter un petit peu dans le script de cette émission. On a une réaction de Thomas Untitled Project sous Twitter, qui est vraiment d'accord avec vous et nous aussi. Apple n'a fait qu'abandonner le Mac. C'est si décevant quand on voit le potentiel encore de le Mac aujourd'hui. Vous parlez du Touch Bar, vous parlez des claviers qui se bloquent les touches sur les MacBook Pro, alors qu'on voit vraiment une frénésie de concepts, Didier, dans le monde PC, où on essaye vraiment de réinventer le concept. Alors, on a vu que le choix de Microsoft n'était pas forcément le choix de cœur de Jean-Louis, mais Didier, concrètement, on dirait qu'Apple a vraiment aligné une mauvaise série et il a un peu cassé ce climat de confiance, ce contrat de confiance avec les utilisateurs historiques et notamment les pros après le Mac Pro qui n'a jamais été renouvelé. Hein. Ouais, je pense moi je suis d'accord avec Jean-Louis, il y a beaucoup de critiques de toute façon à faire autour de la gestion du Mac et il n'y a pas très longtemps je publiais une news sur la part de marché mondiale qui a quasiment pas bougé sous toute l'ère Tim Cook finalement alors qu'il avait un boulevard avec un macOS qui est quand même relativement mature, avec comme une force de frappe financière et technique qui est énorme. Et comme le disait Jean-Louis, moi je suis assez surpris de voir qu'on est passé on était sur un moment qui aurait pu être un tremplin, là, ce MacBook Air qu'on voyait vraiment partout, qui était pas très cher, qui avait un super rapport qualité-prix. Et j'ai un lecteur il y a pas longtemps qui m'a dit, mais moi il y a 10 ans j'ai acheté un MacBook Air avec 128 Go et aujourd'hui j'ai encore on me propose encore 128 Go de disque. Et effectivement, je pense que ça démontre bien le peu d'intérêt qu'ils ont mis sur ces machines. Alors, Johnny Ive s'est fait plaisir avec le Mac Pro, avec le MacBook, avec peut-être la Touch Bar derrière, mais c'est vrai que les utilisateurs ont été pas mal déçus ces dernières années, surtout ceux qui travaillent dessus. Et moi, je suis d'autant plus triste quand je vais dans les studios de jeux vidéo, même d'illustration, qui sont beaucoup basculés sur PC, parce que voilà, on a des grosses tours pas très chères, on a des solutions graphiques qui sont beaucoup plus intéressantes, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'Apple a un petit peu abandonné, alors pas totalement, puisqu'il y a quand même des petits sursauts de temps en temps, les MacBook Pro sont quand même des bonnes machines, voilà, ils nous ont refait un petit Mac mini, bon, on est content, on a le Mac Pro. Ils ont juste changé la couleur, c'est pas grand chose. Voilà, hein. 5 ans pour changer la couleur. Il y a tellement à faire, ils pourraient prendre tellement de risques avec l'argent qu'ils ont en trésorerie, que c'est vrai que voilà, nous on regarde ça un petit peu avec dépit, on se dit que le Mac aurait pu faire ses 20% de part de marché, on a toujours l'impression d'en voir partout quand on est un petit peu dans ces milieux start-upers, mais quand on va dans les entreprises, il ne répond absolument pas à ces besoins-là, et c'est un petit peu triste. Oui, ce qui est vraiment dramatique, c'est, vous parliez des pros tout à l'heure, c'est la gestion catastrophique des pros, quand on ne fait pas évoluer un Mac Pro pendant près de 5 ans, que Final Cut a des bugs qui mettent des années à être corrigés, que le MacBook Pro a des problèmes de clavier, on finit forcément à casser cette dynamique si positive qu'il y avait autour du Mac, Jean-Louis, à tel point que, sans lancer une rumeur, on pouvait se poser la question de savoir si Apple n'avait pas purement et simplement fermé la division Mac au sein d'Apple et que c'était effectivement des équipes qui travaillaient de manière séparée, mais il n'y aurait plus de division Mac. Quelle est votre analyse, Jean-Louis? Et qui expliquerait les errements du concept. Oui. Non, il n'y a aucun abandon. Ce dont Apple souffre aujourd'hui, ce sont ce qu'on pourrait appeler les déchets toxiques du succès. Il y avait une époque où Steve Jobs disait fièrement qu'on pouvait prendre une table et mettre tous les produits d'Apple sur cette table. C'est vrai. Et on avait une vue complète du commerce, du business, des efforts de l'entreprise. Ça n'est plus le cas. Depuis le plus petit produit qui est probablement l'AirPod, les montres, les casques, les haut-parleurs, les Mac, les iPads, les Mac qui se déclinent quand même. Il y a une ligne de Mac très large. Quand on part du Mac Pro très cher au tout petit MacBook qui a été abandonné, j'espère, pour peu de temps, le petit MacBook 12 pouces que je trouve un très bon produit, très sympathique, qu'on pouvait facilement emmener avec soi en voyage. Le business d'Apple est devenu quasiment incompréhensible. Et une métaphore de cette espèce de prolifération
que je ne qualifierais pas de cancéreuse, mais presque, c'est l'iPad Pro. L'iPad Pro a maintenant des outils d'interface utilisateur qui sont impossibles à découvrir et à intérioriser par un utilisateur normal. Quand l'iPad est sorti, tout le monde comprenait instantanément ce que l'iPad faisait. Alors, il en faisait moins, ce qui a été la critique d'un grand nombre d'utilisateurs de haut de gamme, mais pour des utilisateurs normaux. Et je vois ça, j'ai des petits-enfants, ce qui a conduit, merci Olivier d'avoir décalé l'horaire de l'émission, j'ai des petits-enfants et je vois comment, à moins d'un an, un petit être humain utilise ses mains et son cerveau pour manipuler des choses sur un écran. Bon, vous passez à l'iPad Pro, il est impossible à un utilisateur normal de comprendre ce que l'iPad Pro fait. Il faut un apprentissage très pénible, très compliqué. Pour bosser, en tout cas. Ce n'est pas ce que les Américains. Oui, enfin, ce n'est pas découvrable, comme disent les Américains. Le Mac, quand il est sorti, le mérite immense du Mac qui a permis de surmonter ces problèmes de jeunesse, c'était que l'interface utilisateur du Mac, ce que le Mac faisait, était immédiatement découvrable. Il y avait une barre de menu, on met la souris là-dessus, il y a un menu déroulant qui propose des fonctions, et donc c'était découvrable de façon intuitive. Ça n'est-il le cas pour l'iPad Pro. Et l'iPad Pro, donc vous parliez du MacBook à l'instant, l'iPad Pro donc en 2015 et l'iPad et le MacBook, c'est aussi deux créations de l'ère Tim Cook, Laurent. Tu voulais dire quelque chose par rapport à l'usage des iPads? Oui, alors je ne peux que abonder dans ce que vient de dire Jean-Louis. Alors, d'abord, je suis c'est mon ordinateur principal, c'est mon iPad Pro, et en fait le multi-fenêtrage, pourtant je m'en sers tous les jours. Je le cherche. J'adore une vidéo qu'on peut trouver sur Internet, et je crois que c'est Jean-Louis Constanza qui l'avait publié, donc qui a publié une vidéo de sa fille, je crois, ou de son fils, qui avait 1 ou 2 ans, et qui passait les photos de façon hyper instinctive sur l'écran, et ensuite qui s'excitait sur un magazine de sa mère. Et c'est quoi un magazine? C'est un iPad qui ne fonctionne pas. Ouais. Donc il essayait de zoomer avec les doigts sur le papier. Et de tourner. Et c'est extraordinaire parce que c'est la démonstration de ce que vient de dire Jean-Louis. C'est-à-dire que, en fait, l'ergonomie de l'iPad initial, dans l'usage, et d'iOS est terrible, au sens positif du terme, et on n'a plus ça aujourd'hui. Le virage vers la productivité est difficile, et puis il y a même eu un stylet. Alors évidemment, les historiques d'Apple. C'est ce que je voulais rajouter. Sous cette ère-là, l'iPad Pro, c'est l'arrivée du stylet. Alors bien évidemment. On sait que Steve Jobs n'avait pas un amour particulier pour ces objets-là sous le lancement de l'iPhone. La question que tout le monde s'est posée sur le stylo, c'est est-ce qu'un téléphone nécessite un stylo? Est-ce que finalement sur un iPad ça n'a pas plus de sens? Alors si à vous suivre, et là on part en vrille pendant cette émission parce qu'on n'est plus du tout dans les canons, dans ce qu'on avait prévu, mais c'est pas grave parce que c'est passionnant, Jean-Louis. Vous disiez la touch bar, j'y crois pas, je suis assez d'accord avec vous, ça sert pas à grand chose. C'est sympa, mais c'est plutôt un gadget aujourd'hui, surtout qu'elle est limitée uniquement à une seule machine. Donc généraliser les usages aux autres sur une seule machine, c'est un peu compliqué. Est-ce que Apple, et que l'iPad Pro, le rendre plus productif, le rendre intuitif, vous l'avez souligné également, c'est compliqué. Est-ce que l'entêtement, je dirais, d'Apple à faire que le Mac ne soit pas tactile vous semble logique, contrairement à ce que fait Microsoft aujourd'hui? Jean-Louis. Oui. De temps en temps, puisque j'utilise aussi un iPad, je me surprends à tendre la main instinctivement sur mon MacBook Pro, attendre la main vers l'écran. Donc, il faut quand même croire à ce que la bête fait. Les instincts de l'utilisateur normal, ce sont des indications, des flèches à suivre. Je ne vois pas aujourd'hui Apple sortir un MacBook avec un écran tactile. Je crois qu'on ne verra pas ça. Je crois que l'obstination par moments irritante
d'Apple à itérer, à tourner la manivelle à nouvelle version sur l'iPad et l'iPad Pro, c'est ça qui va s'avérer payant. Quand et comment, je ne sais pas. Mais je pense que l'histoire récente d'Apple a montré que la firme a des plans à plus que 6 mois. Hein. Tim Cook dit souvent dans les réunions des analystes financiers lorsque les résultats trimestriels sont annoncés, Tim Cook dit nous ne jouons pas avec une horloge de 90 jours. Les plans d'Apple sont au moins à 30 ans. Ouais. Alors on va sur le long, au moins 30 ans. Ouais. On va y revenir justement sur les plans et sur l'avenir d'Apple, mais on termine ce bilan, on va y arriver, de Tim Cook. Vous allez voir qu'il a sorti vraiment beaucoup de produits. En 2016, il y avait l'iPhone 7, et puis en 2016, c'est vraiment une année importante. Et peut-être l'une des années plus réussies en termes de production de produits, en termes de succès, c'est la sortie des AirPods, qui est certainement le produit de l'ère Tim Cook qui a rencontré le plus grand succès. C'est simple, on en voit aujourd'hui partout, dans toutes les oreilles, dans toutes les esgourdes, c'est impressionnant. En 2017, lancement de l'iPhone 10, qui était enfin un iPhone à écran bord à bord, Face ID. Hein. Mais encore une fois, là, il y avait une frustration, Jean-Louis, de se dire, mais Samsung, ça faisait des années qu'ils faisaient des écrans bord à bord. Voilà, c'est vrai qu'Apple a mis du temps à réagir à ce moment-là. Jean-Louis. Oui, et dans certains cas, Apple prend du retard ou fait des erreurs. On n'écrit pas de logiciel sans bug et on ne fait pas de stratégie de produit sans erreur. Pour moi, un des produits les plus horribles que Apple ait jamais sorti, c'est l'iPhone 5C. Je sais que je reviens en arrière. Un iPhone sur lequel, d'une façon assez pitoyable, on a mis une coque en plastique par-dessus le produit. Il y a des choses qui... Il n'y a pas que le Mac qui a été négligé de temps en temps. Il y a des ratés dans la stratégie et la réalisation des produits. En 2018, il y a eu le lancement de l'iMac Pro qui semble qu'Apple, à ce moment-là, en tout cas, a perçu qu'ils avaient un peu trop délaissé les utilisateurs de Mac et les pros en particulier. Donc, ils nous ont un petit peu sorti un iMac taillé pour les pros. Et puis, la même année, il y a eu la sortie du HomePod, qui est loin également de rencontrer un franc succès. Il a tardé à sortir cette enceinte AirPlay estampillée Apple et au-delà, un assistant connecté avec Siri, qui est hérité de Steve Jobs, certes, mais on a l'impression, Laurent, qui est notre spécialiste de l'IA, qu'Apple a pris beaucoup de retard en matière d'intelligence artificielle face à Google notamment. Oui, ou Google ou Amazon, parce qu'aujourd'hui les deux leaders sont les... Alors ça a été renommé là, avec les sorties du Nest sur les jours passés, mais oui, effectivement, il y a énormément de boulot. Apple embauche, essaie de rattraper son retard. Alors Jean-Louis pourra en parler encore mieux que moi, parce que c'est lui aussi un expert de l'IA, mais dans la vallée, pendant longtemps, Apple a pêché d'un des problèmes, c'est que les experts de l'IA ont plutôt tendance à discuter entre eux. Et le culte du secret et l'interdiction d'Apple de parler sur les sujets sur lesquels ils étaient a un peu mis au banc de ces experts de l'IA, les experts IA Apple, et ça se ressentait vraiment dans les réunions. Moi, j'ai assisté à une réunion, je l'ai ressenti, mais c'était vraiment flagrant, et on m'a relaté que c'était très souvent le cas. Et les gars sont même embêtés, ils sont gênés, tu vois, de participer. Donc oui, après, là où Apple, il faut quand même se rattraper, là où Apple réussit à faire quand même quelque chose de positif par rapport à l'IA, c'est avec donc tout ce qui est en fait HomeKit. Et il y a beaucoup de gens qui disent que finalement, ils ont trouvé dans HomeKit et le lien avec Siri via l'HomePod ou via le téléphone quand même quelque chose d'intéressant. C'est le bordel, hein. Je te dis juste un sacré bordel. Je ne sais pas si Jean-Louis, si vous êtes un utilisateur d'HomeKit, mais on s'est équipé dans ce studio, on s'est fait plaisir avec des lumières HomeKit, mais quand on change d'iPhone, c'est la croix et la bannière. Mais bon, c'est pas. Vous le disiez
L'ADN d'Apple, c'est l'intuitivité. Voilà, il n'y a pas à chercher à comprendre comment ça marche. Et là, il faut vraiment le vouloir pour que ça marche. Et pour moi, ce n'est pas l'ADN d'Apple. Mais passons. La suite, on la connaît avec l'arrivée cette année de l'iPhone 11. Et on attend le nouveau Mac Pro dans quelques semaines. On est assez impatients ici à Refait le Mac. Et puis, surprise cette année, en début d'année, Jean-Louis, le virage annoncé, vous en parliez tout à l'heure, sur les services qui se matérialisent déjà. Ça a été très vite avec l'arrivée d'Apple Arcade dès le mois de septembre et d'Apple TV Plus au mois de novembre, qui va concurrencer Netflix. Ce qui inspire une question d'un tweetos sur Internet, fan de Refait le Mac, les services en tout cas. On sent sur les produits un manque d'innovation ces derniers temps. Néanmoins, les produits restent efficaces. Le virage pris par les services est une excellente chose pour l'entreprise. Bref, elle a un avenir radieux devant elle, ça je l'ai déjà dit. Messieurs, Tim Cook a-t-il raison d'opérer ce virage comme a pu le faire en son temps Microsoft, Jean-Louis? Alors, surtout pas au détriment du hardware, parce que la vraie stratégie d'Apple, c'est une stratégie de réseau de produits et de services qui se potentialisent, qui se favorisent mutuellement. Je pense que d'avoir des téléphones attrayants comme le 11 Pro qui marche très très bien, qui est une très belle machine, qui est très appréciée des utilisateurs qui font de très belles choses avec le système de caméra, et que les services aident à vendre des iPhones et les iPhones aident à vendre des services. Donc il y a un réseau de facteurs qui se renforcent mutuellement et qui augmentent la valeur d'un iPhone dans les mains d'utilisateurs, et un bon iPhone augmente la valeur d'une vidéo ou d'un jeu dans Apple Arcade qu'on peut télécharger. Donc, ce n'est pas un virage vers les services, c'est le développement de ce qui existait déjà, d'un réseau de facteurs qui se renforcent mutuellement. Un prolongement naturel. Vous parlez d'Apple TV, d'Apple Arcade. Parlons des choses qu'Apple et que Tim Cook n'a choisi de pas choisir, a choisi de ne pas sortir, j'y suis arrivé. Alors, il y a une liste que tu nous as préparée, Laurent, mais en préambule, on peut penser à la télévision d'Apple. C'était le dernier projet, si on en croit sa biographie, sur lequel aurait travaillé Steve Jobs. Et il n'est jamais sorti. Jean-Louis, est-ce que c'était un pari trop risqué pour Tim Cook? Ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Apple a toujours beaucoup de projets dont une petite partie deviennent des produits. Donc le devoir d'une entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, est d'essayer. Et certaines entreprises mettent leurs essais sur le marché, et pour certaines, c'est une bonne stratégie. Mais dans le cas d'Apple, la pratique de l'entreprise est d'essayer à l'intérieur et de ne sortir que des choses dont elle pense que ça va marcher. Que ça va marcher. Il y a on connaît les contre-exemples comme le Mac Pro de 2013, mais en général, les produits qui sortent sont suffisamment bien finis pour avoir un avenir. Laurent, tu nous avais préparé une petite chose auquel tu te semble que Tim Cook n'a pas répondu sous son règne, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Oui, alors il y a le sujet de tout ce qui tourne autour de la voiture. Hein. On a senti, donc tu parlais de Titan tout à l'heure. Non, ce qui m'a surtout marqué, c'est toutes les choses que finalement Tim Cook a fait et dont on ne parle pas. C'est-à-dire en tant que patron d'entreprise, il n'est pas là que pour sortir les produits. Il est là aussi pour faire que l'entreprise se développe, que l'image. Et il a fait des choses assez peu visibles, souvent par réaction. Il a fait un Apple beaucoup plus vert. On se rappelle que Greenpeace avait fait beaucoup de campagnes anti-Apple et il y a plutôt pas mal répondu. Aujourd'hui, c'est une des entreprises les plus vertes. C'est un virage déjà opéré par Steve Jobs. Oui, mais c'est une entreprise solaire qui est 100% énergie renouvelable. Dans le monde dans lequel on vit. Il y a un gros effort qui a été fait.
Ouais. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par rapport à la diversité. Nous, de ce côté de l'Atlantique, on a du mal à comprendre ce que c'est la diversité, l'inclusion, l'emploi des personnes. La première question qu'on te pose quand tu remplis un questionnaire aux États-Unis, c'est de quelle race tu es. Hein. On aurait ça en France, on crierait. Là-bas, est-ce que tu es hispanique, caucasien? Donc c'est quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus. Aux États-Unis, beaucoup de choses sur la promotion des femmes. Alors même si ça se voit moins aujourd'hui dans le comité de direction, on y reviendra. Mais il paraît que dans les équipes, ça Cette se émission ressent va faire 2 heures. vraiment. On y va. Et j'ai aussi un point. On dit que souvent c'est quelqu'un qui est pas combatif, qui est plutôt docile. Jean-Louis a dit que quand même il était assez. C'est le portrait que nous dressait Jean-Louis tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Jean-Louis a dit un peu le contraire. Pour moi, il y a un point qui va dans le sens de ce que dit Jean-Louis, c'est qu'il a quand même résisté à la justice. Surtout dans le dossier de San Bernardino, qui est quand même dur. Donc à la justice, au FBI et en quelque sorte à Donald Trump. Alors même si là, ça s'est un peu adouci sur les derniers trucs, il y a quand même eu une certaine résistance au départ. Donc c'est quand même courageux pour quelqu'un qui se base, si on le prenait, que sur le côté financier de l'entreprise. Et puis il y a le volet dont on n'a pas parlé, mais si on aborde ce volet-là, on fera 2 jours d'émission, mais ce serait que du bonheur, on se régale avec Jean-Louis. L'aspect sur le traitement des données, on sait que, pour laisser un petit peu la parole à Didier, que c'est vraiment son cheval de bataille aujourd'hui, et qu'il est vent debout, notamment face à Facebook aujourd'hui, Didier, Tim Cook. Oui, alors que Facebook était rentré par la petite porte dans iOS, on s'en souvient, on pouvait se loguer indirectement, puis finalement il était mis à la porte. Je pense que moi je rejoins un petit peu ce qu'a dit mon collègue, c'est qu'effectivement il a fait aussi d'Apple une société un petit peu plus vertueuse, ce qui paraissait moins important aussi peut-être aux yeux de Steve Jobs. Peut-être c'est ce que demande aussi le public aujourd'hui. C'est quand même un assez bon communicant malgré tout, Tim Cook. Il offre un petit peu aux gens ce qu'ils veulent entendre. Dans le dossier du FBI, c'était un petit peu ça aussi. Donc voilà. Après, effectivement, je pense que c'est important d'avoir aujourd'hui ça quand on est un chef d'entreprise. On a presque affaire à des dirigeants, à des gens qui dirigent la vie des gens quelque part. Et on a envie d'entendre ces discours-là. Sachant que beaucoup de grands CEO aux États-Unis se comportent un peu comme des chefs d'État dans leur communication. On le sent beaucoup avec Tim Cook. Donc, c'est vrai, tu as raison. Mais on a l'impression, Jean-Louis, de France en tout cas, que ces avancées qui sont réelles que tu as décrites, Laurent, elles sont assez inaudibles, en tout cas en France, parce qu'il y a toujours une difficulté à percevoir Apple comme une entreprise vertueuse à partir du moment où il y a toujours ces problèmes d'optimisation fiscale. C'est toujours ça qui revient sur le tapis et qu'on rétorque à juste titre à chaque fois, mais il n'a qu'à commencer à payer ses impôts, Jean-Louis. Oui, c'est un peu facile. Tim Cook rappelle à juste titre que Apple est le plus gros contribuable de la planète. Oui. C'est-à-dire, il y a l'entreprise qui paie le plus d'impôts de la planète, c'est Apple, d'une part. D'autre part, l'optimisation fiscale n'est pas nouvelle. Toutes les multinationales françaises l'utilisent. Demandez à Renault, par exemple, s'ils ont ce qu'on appelle une BV. BV, ce sont les initiales de sociétés aux Pays-Bas, qui permettent une optimisation fiscale, donc Renault, Total. Sandwich néerlandais. Oui, c'est ça. C'est Marcel Dassault qui a inventé l'optimisation fiscale. Souvenons-nous que quand Dassault a été nationalisé, Marcel Dassault était tout sourire, parce que depuis longtemps, il avait exporté les brevets de l'entreprise en Suisse, et que pour chaque mirage, il y avait une redevance de brevet qui partait dans une corbeille en Suisse, et donc la propriété physique de l'entreprise en France cachait un peu une optimisation fiscale bien ancienne. Là-dessus, je pense qu'il faut changer les lois, et puis on verra ce qui se passe une fois que les lois, plutôt que les déclarations, seront vraiment changées.
Ouais, pour conclure sur les produits qu'aurait pu sortir Tim Cook, auquel travaille et ce qui va sortir un jour, hein, il y a eu énormément de rumeurs, et Didier peut en témoigner dans cette émission, autour du projet Titan. Tu en parlais tout à l'heure, Laurent, la voiture autonome d'Apple. Hein, Apple a investi énormément d'argent, des milliards, et semble faire aujourd'hui, sans jeu de mots, machine arrière. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire concrètement? Pourquoi, tout simplement, Tim Cook semble hésitant? Pourquoi ne pas simplement racheter un Tesla avec le cash qu'ils ont aujourd'hui? C'est facile à dire, je sais. Mais c'est mon rôle. Hein. Non, et bien sûr, non, mais c'est une question complètement légitime. Je m'amuse parce que je vis à Palo Alto, et que Palo Alto, c'est Tesla City. Vous n'avez pas un segment de rue dans Palo Alto, ce qu'on appelle un bloc. Vous n'avez pas de bloc sans au moins une Tesla. D'ailleurs, mon épouse conduit une Tesla. Elle me laisse la conduire de temps en temps. Moi, j'ai une voiture avec 3 rangées de sièges parce qu'il y a les petits-enfants. Donc, ça, c'est autre chose. Mais non, Tesla, c'est une entreprise très intéressante qui a rendu un service énorme à l'industrie automobile, c'est-à-dire d'aller forcer à s'électrifier. Mais Tim Cook étant un connaisseur de ce qu'on appelle le supply chain management, c'est-à-dire la gestion des flux de fabrication et d'approvisionnement, Tesla, c'est complètement orthogonal à la discipline de Tim Cook. Et puis, Tesla est une petite entreprise qui, pourquoi aller faire concurrence à ce qui va se passer avec l'industrie automobile japonaise un peu plus tard et allemande juste demain matin à 9h, avec les voitures électriques. Moi, j'attends avec impatience la Golf ID3, qui sera un très très bon produit à utiliser quotidiennement et qui n'aura pas les problèmes de service après-vente de Tesla. Allez, on a terminé enfin l'inventaire des produits sortis ou pas sous l'ère Tim Cook. On va essayer de poser la question de qui dirige Apple aujourd'hui. Où est passée la Dream Team d'Apple? Mais avant, on va aborder brièvement le busomètre avec notre ami Didier. Didier, quelles sont les rumeurs et les infos qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever? Alors Lily, on commence avec l'arrivée d'un nouvel iPhone SE, voilà, début 2020, ça semble se confirmer, pour une fois les planètes s'alignent, qui serait sur une base de design d'iPhone 8, hein, bon, plus très jeune tout ça, et puis d'une puce A13 quand même, donc voilà, il nous refont un petit peu le coup de l'iPhone SE, et ce serait peut-être pour février-mars à peu près, quoi. Deuxième rumeur. Alors l'iPhone 11 marche toujours aussi bien et surtout en Chine, ce qui était un marché un petit peu compliqué pour Apple ces derniers temps. Donc plutôt une bonne nouvelle et je pense que leurs résultats financiers là fin octobre, là, au 30 octobre, ils vont être vraiment, vraiment très très bons. Troisième rumeur. C'est pas une rumeur d'ailleurs. Alors oui, c'est pas une rumeur, mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler puisqu'on parlait de services. Donc l'Apple TV+ arrive sur Roku. Alors Roku, c'est pas très connu chez nous, mais un petit peu plus aux États-Unis. C'est un petit boîtier comme l'Apple TV. Et Apple prend un peu le virage de Netflix à être un peu omniprésent comme ça sur tous les boîtiers TV assez importants. Donc voilà, un de plus finalement. Quatrième, c'est pas une rumeur d'ailleurs. Ça, malheureusement, c'est une info. Non, mais par contre, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu pas mal de bisbilles un petit peu cette semaine autour de Catalina. Effectivement, il y a plein de bugs, plein de problèmes. Il y a aussi pas mal de sujets qui sont sortis là, sur Reddit d'employés d'Apple qui dénoncent un petit peu la façon de travailler, hein, qui est assez compliquée pour les équipes pour corriger les bugs, de travailler en silo comme ça avec des équipes qui se parlent pas du tout, même quand elles travaillent des fois un peu sur les mêmes produits. Donc voilà, effectivement, on a eu, nous, enfin moi de mémoire, hein, j'ai rarement eu autant de problèmes qu'on nous a remonté autour d'un système. Donc c'est un gros truc, Catalina, il y a quand même l'abandon du 32 bits et c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de bugs à côté. Donc Apple met à jour beaucoup ses systèmes ces derniers temps. Donc voilà, on espère qu'ils vont arriver à corriger tout ça assez vite, quoi. Dernière info. Et voilà, on finit un petit peu avec les produits Google. Hein. Je crois que tu as suivi l'annonce notamment du Pixel passionnant. 4. Voilà, on aurait dit un peu les maquettes d'iPhone 11. Voilà, j'ai le il y a Pixel un an. 4 devant moi. Voilà, c'est l'iPhone 11. La maquette de l'iPhone 11 avec les capteurs noirs. Voilà, bon, ils ont copié la maquette, même pas l'original.
qui est là. Ils auraient pu moins faire l'effort, mais passons. Mais il y a 2 capteurs au lieu de 3, c'est bizarre. Mais vas-y, continue. Non, on a fini, Olivier, c'est tout pour cette semaine. Merci, Didier. Que reste-t-il de la Dream Team d'Apple? C'est l'objet de ce prochain chapitre. Qui gouverne Apple aujourd'hui? Et au-delà, ce qui nous intéresse, c'est qui conçoit les produits. Alors regardez cette image, Jean-Louis, elle date du 9 janvier 2007. C'était à San Francisco, le jour de la présentation de l'iPhone au Moscone Center. Steve Jobs est entouré de la Dream Team, de ses plus proches collaborateurs d'alors. La Dream Team de l'iPhone, avec de gauche à droite Phil Schiller, bien sûr, et qui est toujours là. Tony Fadell, qui nous a fait l'amitié de fêter la 300e d'En refait le Mac. Johnny Ive, le designer. On retrouve bien sûr Steve. Scott Forstall, qui a été évincé d'Apple par Tim Cook. Et enfin, Eddie Q. Ils ont pour la plupart quitté Apple. On l'a dit, Tony Fadell, le papa de l'iPod, est parti pour fonder Nest. Scott Forstall a été viré, on a longuement parlé ensemble après le lancement raté de Plan. C'était vraiment un moment charnière, on l'a dit. Voilà, et aujourd'hui, on s'aperçoit surtout que il ne restait plus de l'équipe vraiment historique que Johnny Ive. Et le problème, c'est que Johnny Ive a annoncé son départ. Et on peut se poser des questions sur est-ce que ce n'était pas lui un petit peu le gardien du temple, Jean-Louis? Non, je pense que c'est un peu exagéré. Le gardien du temple, c'est d'une part Tim Cook et d'autre part Phil Schiller, Eddie Q et puis Jeff Williams et Craig Federighi. Craig, alors il faudrait ajouter des gens aussi très importants que le responsable des microprocesseurs, du silicium, dont le nom m'échappe aussi, mais ça va me revenir. Ouais. Je vais vous le trouver. Il est extraordinairement important et une de ses créations, qui est le processeur U comme ultra wideband de l'iPhone 11, c'est quelque chose qui va se manifester dans beaucoup d'innovations à l'avenir d'Apple. Donc c'est Dan Riccio, voilà, j'ai trouvé. Voilà. Ouais. Qui a pris la succession de Bob Mansfield notamment, qui lui aussi est parti à la retraite. Voilà. Qui était revenu, qui est reparti. Non, le temple. Je veux dire, le temple, c'est le client. C'est devant le client que je partage là-dessus ce que dit Jeff Bezos sur le client. Le Jeff Bezos dit qu'il ne faut pas avoir peur de la concurrence, il faut avoir peur des clients. Parce que les clients sont éternellement et constamment, durement insatisfaits. Et c'est du client qu'il faut avoir peur. Et donc le temple, c'est le client, et c'est devant le client qu'on doit se prosterner. Au-delà, on peut se poser légitimement une question, c'est est-ce qu'à un moment donné, Tim Cook n'était pas un président de transition quelque part, qu'il était tout à fait naturel qu'il prenne les rênes d'Apple, et c'est Steve Jobs qui l'a adoubé, et qui l'a choisi, il faut le rappeler, parce que il savait que l'entreprise allait connaître une croissance phénoménale, et c'était le choix de raison, tout simplement, et que par la force des choses, faute de successeur désigné, on va y revenir sur les essais en avant, le président de transition s'est installé comme un président à plus long terme. Oui, c'est une vision des choses. Elle est répandue et je la respecte. La mienne est un petit peu différente, c'est que c'est l'affect plutôt que l'intellect qui doit compter ici. Parce que les clients d'Apple sont des clients assez plus fortement affectifs que les gens qui achètent des boulons ou des pneus, encore que les pneus c'est important. Mais sérieusement, et je pense qu'il y a chez Tim Cook un affect extraordinairement fort pour Apple, pour ce que l'entreprise représente et pour son équipe. Et si on doit
poser la question qui succéderait à Tim Cook si un accident d'avion, de circulation. Jean-Louis, je vous coupe, on y répond juste après ce jingle. Mais c'est prévu dans le sommaire, c'est pour ça, Jean-Louis. Voilà. Quel successeur pour Tim Cook, justement. On a l'impression, avant que vous donniez vos réponses, on va laisser un petit peu le suspense perdurer encore quelques minutes. On a le sentiment quelque part qu'il a fait un petit peu le vide autour de lui. Est-ce que simplement c'est des gens qui ont fait un peu le tour de la question à la manière d'un Geneviève, qui se sont lassés un petit peu de la gestion quotidienne, puis au-delà ils sont richissimes, donc ils n'ont peut-être plus rien à prouver tout simplement, ou il y a une volonté, vous pensez, Tim Cook, de faire le vide et de prendre le pouvoir? Non, je ne vois pas du tout Tim Cook comme un homme, comme un Machiavel. Si vous voulez. C'est pas John Sculley. Je pense que John Sculley est mon bienfaiteur. Je ne peux vous en dire que du bien. C'est la main qui vous a nourri, c'est vrai. Mais après, bon, bref, on peut en discuter. Non, mais je veux dire, c'est clair. En ce qui concerne Tim Cook, je pense que Tim Cook a fait revenir Tim Cook et Steve Jobs ont fait revenir Craig Federighi, qui avait quitté Apple et qui est revenu. Et aujourd'hui, un des meilleurs représentants de l'esprit d'Apple, c'est parce qu'il a une capacité à s'exprimer. C'est Craig Federighi, avec l'autorité que lui donne le rôle qu'il a dans étant le patron du logiciel d'Apple. Donc, non, je ne pense pas que Tim Cook ait fait le vide, que des gens partent, c'est normal. Oui, c'est des gens, vous disiez, Jean-Louis, des gens partis. Que par exemple Johnny Ive décide de prendre du recul après 30 ans chez Apple. Il faut quand même se poser la question, combien de temps est-ce qu'on doit rester dans une entreprise? 30 ans, ça me paraît quand même pas mal. Alors, vous avez mis un petit ticket sur la succession possible, mais ce n'est pas votre préféré. On garde toujours le suspense sur la succession possible de Tim Cook, on espère pour Tim Cook dans très longtemps, avec Craig Federighi. En 2014, souvenez-vous, il embauche à prix d'or Angela Ahrendts, qui était alors la PDG de Burberry, pour la modique somme de 72 millions de dollars pour rejoindre Apple et finalement la quitter cette année après 5 ans de bons et loyaux services et gérer les Apple Store. Elle a été pressentie à un moment donné comme justement possible personne qui aurait pu succéder à Tim Cook. Et, là, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, Jean-Louis. On n'a pas trop compris d'ailleurs. Non, mais je pense que elle était très appréciée, Angela, de ses équipes. Elle avait une discipline de communication hebdomadaire que j'observe et que je trouve très efficace. Je pense qu'elle a pris des orientations qui ne sont peut-être plus de mode, si j'ose dire. Sans jeu de mots. Oui, sans jeu de mots. Et qu'un des défauts des boutiques Apple aujourd'hui, c'est de ne pas respecter une règle énoncée il y a bien longtemps par Alan Kay, un des précurseurs des interfaces utilisateurs et de l'intelligence artificielle. Alan Kay, qui est un chercheur de Xerox PARC, Alan Kay dit que quand vous rentrez dans un produit ou dans un magasin, le produit doit vous dire à l'entrée ce qu'il fait et comment il le fait. Et qu'une fois que vous rentrez dans le produit, les créateurs du produit doivent être sous vos pas pour que vous puissiez marcher sur les eaux sans jamais vous mouiller les pieds. Maintenant, reprenez ça un petit peu en regardant une boutique Apple. Il n'est pas toujours clair pour quelqu'un qui rentre qu'est-ce que fait la boutique. Alors évidemment, on voit des produits, mais par exemple, on voit mal les fonctions. À qui est-ce qu'on s'adresse pour acheter quelque chose? À qui est-ce qu'on s'adresse pour un problème de service après-vente? Et donc, je pense qu'on va voir, on voit maintenant
des affichages de produits beaucoup plus. Je vois des néons dans les vitrines des boutiques Apple qu'on ne voyait pas auparavant. On va vous laisser faire on va vous laisser faire le ménage autour de vous. Oui, Mais concrètement, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Mais concrètement, il y a une question, et là vous allez pouvoir enfin répondre, qui est selon vous votre favori pour l'avenir. Une question de Guillaume en guise de conclusion presque de cette émission. Qui pour succéder à Tim Cook, Jean-Louis, selon vous? Un jour, et on espère le plus longtemps possible. Le devoir d'un conseil d'administration est d'avoir en permanence une vue assez claire pour la succession de l'équipe de direction, et pas juste d'ailleurs pour le PDG, mais pour les principaux cadres de l'équipe. Dans le cas de Tim Cook, il y a un successeur qui est le Tim Cook de Tim Cook, c'est Jeff Williams, qui est un homme remarquable, sympathique, crédible, bien apprécié dans l'entreprise, bien apprécié du conseil d'administration. Et donc là-dessus, il n'y a pas trop de doute. Mais il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on ferait si Craig Federighi décidait de partir? Qu'est-ce qu'on ferait si Phil Schiller, qui est un des grands anciens de l'entreprise, décidait de prendre sa retraite? Qu'est-ce qu'on ferait si Eddie Q décidait de se lancer dans le sport professionnel comme propriétaire d'une équipe, par exemple, parce que c'est son personnel qu'il préfère. Donc, oui, c'est une grande passion. Donc, il y a le conseil d'administration a en permanence une grille mise à jour de succession du PDG, mais aussi, mais des cadres dirigeants. Mais contrairement à l'ère où on montrait tout à l'heure la photo des Dream Team d'Apple, où il y avait une vraie concurrence, et c'était vrai, vous le connaissiez, hein, Steve Jobs, il aimait bien créer une concurrence au sein de ses collaborateurs, hein, ça l'amusait de savoir qui va me succéder, il aimait bien ça. Cette fois-ci, on ne voit pas cette concurrence, et au-delà, on ne voit pas forcément des têtes émerger. Et je me veux un peu provocateur, hein, on ne va pas faire du jeunisme dans cette émission, hein, mais où sont les jeunes au sein de la direction d'Apple aujourd'hui? Si on regarde d'autres entreprises, ce qui est frappant, moi je trouve, c'est que Apple rachète énormément de startups, hein, pas forcément des grandes entreprises, mais énormément de startups, et on a l'impression qu'elle a du mal à garder les talents, et qu'elles ne veulent pas rester, et que c'est difficile dès lors de renouveler l'équipe de direction, ou du moins ils ont de grandes difficultés à s'imposer ou à briller, hein. C'est peut-être aussi la culture de l'entreprise. Regardez, Tim Cook a 58 ans, Eddie Q a 54 ans, Phil Schiller a 59 ans, Jeff Williams a 56 ans, Craig Federighi a 50 ans. Chez Google, le CEO, il a 47 ans. Chez Microsoft, Satya Nadella, il a 52 ans. Mark Zuckerberg, quel âge a-t-il? Quelle année est-il né, tiens, Laurent, à ton avis? 75. En 1984, l'année de lancement du Mac. Oui, ça ne s'invente pas. Et puis, il y a une figure qui revient tout le temps lorsqu'on parle de succession de Steve Jobs, c'est freudien, de Tim Cook. Je suis resté un romantique, moi, Jean-Louis, vous le savez bien. Une figure qui revient à chaque fois qu'on parle de succession, qui crée énormément de fantasmes, pas seulement dans la vallée. C'est lui, regardez, c'est Elon Musk, qui n'a que 48 ans, il est à peine plus vieux que moi, on dira ça. Est-ce que vous croyez à ce scénario qu'un nouveau Steve Jobs puisse émerger à l'image d'un Elon Musk et prendre la suite? Je ne sais pas. J'observe quand même qu'il y a des têtes qui émergent. Il y a une femme qui était la patronne de la DRH, qui est maintenant également la patronne des boutiques Apple, qui est une personne qui a un passé assez long dans l'entreprise et qui est très crédible. Donc, je ne pense pas. Que les Américains utilisent une métaphore qui est celle du banc, où s'assoient les membres de l'équipe qui ne sont pas exactement sur le terrain. Et on appelle ça bench strength. Est-ce que vous avez
suffisamment de réserves dans l'équipe pour remplacer des joueurs qui quitteraient le terrain. Je crois que c'est le cas pour Apple. On l'a vu, je me répète, mais l'émergence d'Apple comme étant un des meilleurs, si ce n'est le meilleur concepteur de microprocesseurs de la planète, on oublie ça quand même. Ça a commencé sous Steve Jobs et ça a été bien poursuivi sous Tim Cook. Être le maître de ces microprocesseurs, que ce soit celui qui est dans mon oreillette ou dans l'iPhone et dans la montre, tout ça, c'est quelque chose. Ce sont les meilleurs microprocesseurs de l'industrie et la personne qui dirige ça peut un jour devenir le PDG d'Apple également. Merci Jean-Louis. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Laurent en plateau. Alors j'en ai deux aujourd'hui. Le premier, c'est un livre qui est sorti en avril 2019 et qui s'appelle Tim Cook, le génie qui a amené Apple à un autre niveau. C'est un livre en anglais qui est traduit dans beaucoup de langues, mais pas en français. C'est intéressant parce que il y a très peu de bouquins il y en a des centaines sur Steve Jobs et très peu sur Tim Cook, et c'est une façon de passer à travers et de voir et de prolonger l'émission. Le premier coup de cœur que j'avais choisi, je l'ai mis en second, vous allez comprendre pourquoi. C'est un livre qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas, qui est écrit par Luc Julia, donc le papa de Siri. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, et surtout aussi parce que la préface est écrite par Jean-Louis Gasset. Donc je trouvais que c'était un petit peu rendre hommage à Jean-Louis que choisir ce livre ce soir. Ah, il a bien travaillé encore une fois. Merci. Laurent Dizier, de ton côté, quel est ton coup de cœur ? Moi, ça va être plutôt un produit, tu vois, qui s'appelle Tado, qui est conçu en Allemagne, qui est un produit HomeKit. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. C'est une des réussites en termes de service d'Apple, même si des fois c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, ça te permet en fait de simplifier. On a tous, je pense, surtout si on habite dans le sud de la France, des climatiseurs, et ça te permet en fait de gérer intelligemment. Ça met de l'IA un petit peu dans ces climatiseurs, ces manuels avec leur petite télécommande, puisque lui, il va détecter s'il y a des personnes dans la pièce, si les fenêtres sont ouvertes, et il va t'envoyer des notifications pour pouvoir arrêter ça à distance, et ça se configure vraiment en 3 secondes. Donc ça s'appelle Tadou, je sais pas trop comment ça s'écrit. Donc voilà, et ça coûte une centaine d'euros, voilà, et ça te permet de gérer un petit peu toutes les clims de ta maison. Juste, j'ajoute, ça a un avantage, moi je l'utilise, et ça a un avantage énorme, c'est que quand tu arrives à distance dans une maison, tu vois ce que je veux dire par exemple, tu peux déclencher la clim par avance, ou le chauffage, puisque les clims sont réversibles aujourd'hui, donc du coup de programmer. Tout à fait. Non, mais même à distance, tu vas dans une maison secondaire et tu peux déclencher à distance. Voilà. Et tu arrives et tu es dans la fraîcheur ou la chaleur, si c'est l'hiver qui s'approche à grands pas. Merci Didier. De mon côté, mon coup de cœur, c'est tout simplement Wikipédia qui a besoin de vous. L'encyclopédie en ligne est en effet une fondation qui a besoin de vos dons pour exister, et elle lance en ce moment sa campagne de donation, et je vous invite tout simplement à y participer. Et moi, en tout cas, à titre personnel, je ne pourrais pas m'en passer, et Laurent, de mon conducteur, m'a écrit j'ai déjà donné, donc on va continuer. Sachez que c'est déductible, donc en plus, alors allez-y. En partie des impôts. Donc voilà, et mon coup de cœur, c'est tout simplement pour la fin Jean-Louis Gasset. Merci Jean-Louis Gasset d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est un bon moment. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion, tout simplement, on en parlait tout à l'heure pendant les petites pauses de cette émission, parce qu'elle a été très longue, et ce sera certainement l'une des plus longues de Refait le Mac, mais on s'est fait plaisir de refaire une émission ensemble. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, on aurait grand plaisir à venir vous voir. Jean-Louis, on vient vous voir. Si un jour je sors le livre que je suis en train d'écrire, on pourra se voir à cette occasion. Bon, sortez-le et on prend le premier avion. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci Didier. À bientôt. Au revoir. À bientôt Jean-Louis. Laurent, tu reviens quand tu veux. C'est la fin de ce... Tu reviens quand tu veux ? Oui, c'est la fin de ce 348e épisode d'En Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, pour un prochain épisode. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner, bien sûr, à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. N'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce, ça fait plaisir. Et cliquez sur la petite cloche aussi. Vous aurez en temps réel la publication d'une émission par notification. Merci encore pour votre fidélité. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir ce soir à enregistrer cette émission. C'est pour ça qu'on a fait On Refait le Mac.
et longue vie, j'espère, encore à cette émission. À la semaine prochaine. Merci encore. Au revoir.